Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Salut Ophélie. Salut Elise. Bienvenue sur Prenons un café, de nouveau, 2 ans après. Je suis ravie, moi, de prendre de tes nouvelles. On a enregistré, donc, ce que je disais, il y a 2 ans sur ta deuxième maternité, sur le chamboulement de l'arrivée d'un deuxième enfant. Aujourd'hui, on vient prendre de tes nouvelles pour plein de choses que je sais, mais que je ne vais pas dévoiler comme ça. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors je suis Ophélie, j'ai 31 ans, je suis la créatrice du compte Instagram Garde tes conseils. J'ai un compte un peu plus perso qui s'appelle Mini Coquillette et depuis 2 ans bientôt, je suis associée sur la ferme de mon conjoint et on est producteur de noix. Je suis maman de 2 enfants qui ont un peu plus de 2 ans et un peu plus de 4 ans. Ils sont du mois de mars tous les deux. Et puis... je pense que le reste viendra au fil de l'eau. Je pense aussi. Dis donc, vie bien remplie, Madame Ophélie, avec tous ces métiers. Oui, disons que j'aime bien pas trop m'ennuyer au niveau professionnel. J'ai toujours des nouveaux projets, donc là j'ai plein de nouveaux projets en cours aussi. Et puis avec 2 enfants de 2 et 4 ans, donc ça occupe, les journées sont occupées quoi. C'est clair. Il y a 2 ans, je me souviens que tu nous disais, alors ton fils, ton deuxième enfant, était vraiment tout petit. Il avait 2-3 mois à peine. Tu étais en plein dans ce tsunami du postpartum immédiat. Mais je me souviens que tu disais que c'était terminé, que tu ne voulais plus d'autres enfants. Mais en même temps, tu m'avais dit aussi que tu avais ressenti ça pour ta fille, ton aîné. Est-ce que cette fois, ce sentiment de stop, il n'y aura plus d'enfants est resté ? Alors oui, le sentiment de stop, il y aura plus d'enfants, il est resté. Parce que ça a été vraiment très très dur de vivre ce deuxième postpartum. Je pense qu'il y a eu bien 18 mois où j'étais au fond du trou. Voilà, vraiment, j'étais pas bien du tout. Ça a été vraiment compliqué pour moi. Et il y a la fatigue qui est venue s'ajouter, de 2 enfants qui dorment pas de nuit complète. Voilà, puis il y a un espèce de sentiment un peu égoïste aussi de dire j'ai envie de aussi voir des projets pour moi en dehors de ma vie parentale. On le disait, mais les projets professionnels ils sont super importants pour mon équilibre et j'en ai plein et j'ai envie de continuer à en avoir plein. Donc non, ouais, 2 enfants c'est mon max. C'est mon max. Et en même temps, je savais que j'avais ressenti ça pour ma fille et que mon corps, à un moment, avait dit « Ah, vite, un deuxième !» Et donc, du coup, j'avais engagé un parcours de stérilisation volontaire en disant il y en aura pas de troisième et je veux m'assurer que même si un jour mon corps me dit vite un troisième, il y en aura pas de troisième. Voilà, parce que je sais pertinemment que ce serait
ça serait la fin de mon couple, je pense, très honnêtement. Ça serait très dur psychologiquement et je le supporterais pas. Donc voilà, ça s'arrête là. Je suis ligaturée depuis 5 semaines maintenant, et donc il n'y aura pas de troisième enfant. Est-ce que c'est justement, tu parles de ton conjoint, est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé ensemble? Est-ce que vous en avez discuté ensemble de ce c'est fini, il n'y en aura pas d'autres? Oui, oui, on en a discuté ensemble, bien sûr, bah parce que un enfant, ça s'est fait à deux chez nous. Les deux se sont faits à deux, et du coup, c'était des décisions communes à chaque fois. Donc on en a discuté évidemment ensemble. Il voulait pas non plus de troisième enfant, et on a discuté aussi parce que le sujet revient souvent de ah mais pourquoi c'est toi qui te fais stériliser et pas lui qui fait une vasectomie. C'est moi qui me fais stériliser parce que c'est mon corps qui prend le risque de porter un enfant, et quoi qu'il arrive dans ma vie, que ce soit avec mon conjoint actuel ou pas, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, je ne veux pas que mon corps puisse avoir un autre enfant. Donc la seule option là, c'était que moi je fasse une ligature, ce qui en soi, moi, me pose pas de problème, quoi. Enfin, j'ai pas de souci à dire que c'est moi qui porte la contraception. Je sais que c'est injuste parce que il y a plein de sujets, mais c'est aussi moi qui porte le risque de tomber enceinte. Et pour assurer ça, bah j'ai fait le choix de me faire ligaturer. C'est fort, je trouve, ce que tu dis, ce côté mon corps. Je veux pas que mon corps porte la vie. Pour toi, c'était difficile de porter des grossesses dans ton corps. C'était vraiment quelque chose de physique que tu ressens. Ouais, ça a été difficile. Déjà, ça a été difficile physiquement parce que j'ai fait de l'hyperémèse gravidique les 2 fois. Donc, j'ai été très malade. Voilà, c'était plus que la nausée matinale, c'était vraiment une perte de poids, l'incapacité à manger, à boire. Enfin, c'était vraiment pas des choses faciles. J'ai été allaitée pour ma fille assez rapidement, donc j'ai passé beaucoup de temps à pas pouvoir bouger. Pour les 2 grossesses parce que quand on est malade comme ça, on n'a plus d'énergie, même prendre une douche, c'était compliqué. Et puis en fait, plus globalement, j'ai pas aimé en fait être enceinte. J'ai pas aimé cette responsabilité de devoir prendre soin à l'intérieur de moi d'une autre personne. Je trouvais que c'était très lourd à porter. D'autant plus que pour mon deuxième, c'était le confinement, il y avait le Covid. C'était ultra anxiogène, on savait pas trop ce qui allait se passer, dans quoi on se lançait, pourquoi. Moi, j'ai eu plein de moments où je disais, mais en fait, pourquoi je fais naître un deuxième enfant dans ce monde? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer si j'attrape le Covid? Est-ce que je le mets en danger? Tout bref. Donc, j'ai vraiment détesté. Et même sentir qu'il bougeait dans mon ventre et tout, c'était pas du tout un plaisir pour moi. Et j'ai jamais eu ce truc de comment on dit le manque. Tu sais, il y a un mot pour dire le manque du ventre vide, le symptôme du ventre vide. Et ben ça, je l'ai pas ressenti une seule seconde, quoi. Mais vraiment, ils sont sortis, c'était un soulagement les 2 fois. Et donc non, les grossesses, ça me manquera pas du tout. À quel moment, après la naissance de ton fils, tu as fait les premières démarches vers cette contraception définitive? Ben, très très tôt, parce que je me souviens qu'on a vu la première gynéco. Il était tout petit. Je dis on parce que mon conjoint est venu avec moi et avec notre bébé. Donc on était tous les trois. Il devait avoir 2 mois. Je pense qu'il Ah oui. avait même pas. Il avait 1 mois puisque le délai, tu sais, il y a un délai de 4 mois de réflexion. Donc j'ai fait le premier Mhm. rendez-vous en avril 2019. Donc il avait 1 mois, mon bébé. Et le délai a été signé en avril 2019. Donc il était vraiment tout petit. Euh, et donc cette gynéco nous avait dit, bah moi je veux bien opérer. Donc ça avait commencé comme ça en fait notre parcours. Je veux bien vous opérer, mais j'aimerais bien que vous attendiez 1 an parce que là vous êtes dans le dur du postpartum et que peut-être que c'est ça qui fait que vous avez aussi envie de vous faire ligaturer tout de suite. Voilà. Le parcours avait commencé comme ça. Ceci dit, dans ma tête, c'était assez mature depuis un moment parce que la ligature, j'y pensais depuis le début de ma deuxième grossesse. Donc ça faisait déjà presque 1 an que j'y pensais. Donc voilà, il y a eu tout un cheminement quand même assez long sur ça.
Comment tu vis cette réaction de cette première gynéco qui te dit pas avant 1 an parce que là, dans le postpartum immédiat, c'est un peu compliqué de prendre des décisions et en même temps ça s'entend. Mais quelle est ta réaction? Je le vis très bien parce qu'en fait, je me dis, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'en fait, il faut pas que je me décide aussi vite. De toute façon, j'allaitais mon bébé à la demande, c'est une anesthésie générale quand même. Je savais qu'il y avait beaucoup de fatigue, après l'opération, donc je voulais pas non plus précipiter le truc et dire, si je suis pas apte après de m'occuper de mon enfant pendant un temps, voilà, je voulais, j'aurais attendu un peu quoi qu'il en soit. Donc je voulais pas précipiter le truc, donc je l'ai pris très bien. En plus, c'était une discussion. Enfin, c'était vraiment, c'était une porte ouverte. Elle m'a dit, moi, je vous opère dans 4 mois si vous voulez, mais je préférerais que vous attendiez 1 an. Donc c'était pas, moi, je vous opère pas avant dans 1 an, sinon elle n'aurait pas signé le délai. Hmm. C'était vraiment pour être sûr. C'était vraiment de femme à femme, quoi. C'était dans la bienveillance de dire, bah moi aussi, je suis maman. Des fois, c'est compliqué, je comprends. Enfin voilà, il y avait tout ce, c'était Hmm. une vraie discussion bienveillante. Ok. T'as repris un rendez-vous avec cette même gynéco alors quand tu t'es sentie prête? Ouais, alors du coup, une fois que le délai est terminé, j'ai repris rendez-vous avec la gynéco, je l'ai revue et on a planifié l'intervention. Donc l'intervention, ça devait être le 7 juillet 2020. Donc le délai avait été signé en avril Hmm. 2019. Juillet 2020, je devais me faire opérer. Euh, donc tout se passe bien. Enfin voilà, je me prépare à l'intervention et tout. Et la veille, je me fais tester positive au Covid. Et là, c'était le moment où les interventions qui sont pas de première urgence étaient toutes annulées quand il y avait Hmm. un Covid. Donc mon opération a été annulée. Il n'y avait pas de place avant. Ok. Elle avait plus de place avant. Il y avait des grands délais. Sauf que comme on est agriculteur, nous aussi on a des contraintes de saisonnalité. Donc après, ça tombait pendant la récolte des noix et Noël, ce qui est pas du tout faisable pour moi. Du coup, ça reportait à 2022, 2021. Je sais plus dans les dates. Attends, parce que Je suis perdue. attends. Non, Parce que là, 2022. tu m'as dit 2019, mais ton fils est Non, né non, en ouais, 2020, je il me me suis semble. trompée dans mes dates. Ouais. Ou 2021. Mon Non, il est fils en est 2021. 2021. Attends, il est né quand, ton enfant? Mon fils est né en 2021. Attends, remettons les dates à l'endroit là parce que j'ai dit n'importe quoi. Mon fils est Ça ne va né... plus du tout. T'as dit que t'avais eu le rendez-vous en avril 2019, Non, mais non, tu n'étais pas encore enceinte de ton fils. c'est ça. Non, alors, attends, remettons les dates à l'endroit. J'ai accouché de mon fils en mars 2021. Donc, j'ai eu rendez-vous avec la première Ok, gynéco avril 2021. Mon intervention a été ok, prévue pour juillet 2022. C'est ça? ok. Donc l'année dernière, ouais. L'année dernière, il y a 1 an. Ouais. Et du coup, bref, ça a été reporté. Et t'as eu le Covid, voilà. J'ai eu le Covid donc l'année dernière, juillet 2022. Ça a été reporté. Donc le fait qu'il y ait la récolte des noix et tout ça, ça a été reporté. Et donc j'ai commencé à la rappeler en janvier 2023. Voilà, nous y sommes, début de l'année là. Il y a donc 7-8 mois. Voilà, on va y arriver. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu la rappelles? Et donc je la rappelle, j'arrive pas à avoir de date, elle était en arrêt longue durée. Et donc du coup je me dis Ok. bon bah pas de chance, c'est pas grave, je vais chercher quelqu'un d'autre. Et donc je me mets à chercher quelqu'un d'autre et là il y a une personne avec qui j'échange sur les réseaux qui me dit ah bah moi je vais être opérée par telle personne dans une ville à côté enfin pas très loin de là où j'habite. Et donc je regarde le calendrier de cette personne et j'arrive à avoir un rendez-vous avec un délai assez court, je crois que c'était un mois et demi de délai, donc c'était raisonnable. Donc je prends rendez-vous, j'arrive chez ce monsieur, je rentre dans son bureau, c'était une personne un peu âgée, d'ailleurs il est à la retraite maintenant, donc je sais pas, il avait Hmm. 64, 65 ans. Il s'assoit, je m'assois et il me dit bon bah vous venez pourquoi? Et je lui dis pour une ligature. Et là il me regarde, j'ai rien dit d'autre. Il me regarde, il me dit c'est simple, c'est non. Et donc du coup je lui dis ah mais pourquoi? Parce que en fait vous m'avez posé encore aucune question.
Et là, il a commencé à me déblatérer son truc qu'il a appris à l'école des filles comme des filles comme vous, j'en vois tout le temps. Si votre conjoint et vos enfants meurent dans un accident de voiture, vous allez en vouloir des nouveaux. Enfin bon, et du coup, ça a duré, je sais pas, ça a duré 2-3 minutes. Cette violence. Ça a duré 2-3 minutes où il m'a dit des trucs horribles sur la mort de mes enfants et tout. Et donc, évidemment, je me suis effondrée parce que j'étais pas du tout prête à ça. Moi, je sortais d'un échange ultra bienveillant avec une autre gynéco et tout. Enfin, je m'étais pas confrontée à ça. Donc, je sors de ce rendez-vous, je m'assois dans un couloir et je suis récupérée à la petite cuillère par une infirmière qui me dit mais qu'est-ce qui se passe, ça va et tout. Donc je lui explique et là, ce gynéco sort de son bureau, me passe à côté et recommence. Il recommence à me dire non mais attendez, c'est n'importe quoi. Bah, votre conjoint il a qu'à faire une vasectomie. Enfin et je lui dis mais vous avez aucune logique. Vous allez me dire non à moi, mais par contre mon conjoint il peut faire une vasectomie. Enfin et bref. Donc je suis sortie de cet hôpital. Je pense que je l'ai insulté quand même parce que vraiment c'était très violent. Je suis sortie effondrée. Et en fait, j'ai appelé mon conjoint en lui disant, et puis après, je suis allée dans ma voiture, j'ai pris une grande respiration et j'ai décidé de rappeler comme ça pour savoir l'autre gynéco pour voir si elle pouvait me recevoir. Et puis en fait, elle faisait plus d'intervention médicale et donc j'ai pas pu me faire recevoir. Et donc je cherche quelqu'un d'autre. Je cherche, je trouve quelqu'un d'autre. J'y vais sans grande conviction. Un monsieur dans une clinique privée et tout. J'y vais sans conviction. J'arrive. Donc ça c'était au mois de mai de cette année-là. J'arrive dans la salle d'attente et puis je vois sa secrétaire et elle me dit vous venez pourquoi? Je dis pour une ligature et là elle me dit ça m'étonnerait qu'il accepte. Donc je dis bon ok super. Donc j'étais un peu stressée parce que ça faisait quand même presque 2 ans que le parcours y durait. Moi j'en avais marre. Enfin voilà j'étais presque prête à abandonner quoi. Donc je rentre dans le bureau de ce monsieur et puis et puis là, en fait, je trouve quelqu'un de hyper bienveillant. Je lui sors mon papier, je lui dis que je veux plus être enceinte, que mes grossesses ont été compliquées, que je vois pas d'autre alternative à la stérilisation définitive, que je veux pas porter stérilet parce que je veux pas encore étranger, que voilà. Donc je lui expose mon truc et là il me dit d'accord, alors votre délai il est signé depuis 2 ans, donc vous êtes sûr de votre choix, donc moi j'ai rien à y redire. Et il me présente les façons qu'il a de procéder pour les opérations. Et il me donne une date là, au mois de juin. Et donc j'ai été opérée au mois de juin par ce monsieur qui a été très sympa après 2 ans de parcours qui ont été assez compliqués et qui ont rendu un peu l'opération. Du coup, j'étais beaucoup plus stressée d'y aller parce que après 2 ans d'attente, de oui, de non, de refus d'une opération annulée, de trucs, du coup, ça avait rendu l'opération un peu. Ça avait fait un espèce de montage de mayonnaise, tu vois, un peu compliqué. Et en fait, ça s'est vraiment très très bien passé. Moi, je voudrais revenir sur ce gynéco pas gentil du tout, vraiment pas sympa. La personne qui te l'avait recommandé, elle avait été opérée par ce gynéco? Oui, et en fait, on en a rediscuté après, donc elle savait plus où se mettre. La pauvre, elle me dit, je suis désolée, moi, ça s'est pas du tout passé comme ça et tout. Et donc, en discutant, en fait, elle avait 40 ans. Ah. Et moi, 30. Ah, d'accord. 31. Donc, en fait, c'est sûrement ça qui a fait la différence. Moi, je trouve ça fou alors parce que c'est vraiment pas un sujet qui nous est venu à l'esprit quand Non. on en a discuté. Sauf que visiblement, à ce monsieur, il y avait la date de péremption de sa date de péremption à elle était passée, mais la mienne pas encore. Pas encore. Ça, c'est fou parce que ce qu'il y a de commun, tu vois, je te disais en off que j'avais fait un épisode sur la vasectomie en juillet, et ce qu'il y a de commun entre vos deux discours, c'est cette remise en question de cette volonté de ne plus avoir d'enfants, parce que donc dans l'épisode avec Louise et Raphaël a entendu
par un urologue dire que en fait un jour il quitterait sa femme pour une femme plus jeune et il voudra des enfants. Ah oui. C'est des discours quand même qui sont hyper violents, je trouve, toi par rapport à la mort de tes enfants et lui par rapport... Alors, on se rend compte que bien sûr les discours sont différents d'un homme à une femme. Un homme, on va lui dire qu'il va vouloir une femme plus jeune, et une femme, on va lui parler de la mort de ses enfants. Enfin, il y a quand même de quoi te une escalade de la violence un petit peu différente. Voilà. Mais cette façon d'aller dans la violence quand même, mine de rien, d'aller chercher des trucs hyper durs pour dissuader finalement, pour leur dire en fait vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, vous ne savez pas vraiment ce que vous demandez, enfin comme si en fait t'avais pas conscience, comme si t'avais pas réfléchi à cet acte-là. Moi je trouve ça toujours assez fou, d'autant que la première gynécologue que tu as vue n'a jamais questionné, remis en question ton désir de ne plus avoir d'enfant. Elle t'a dit de patienter pour plein de raisons, mais elle n'a pas remis en cause ton désir et ton ressenti. Et moi, je trouve ça toujours fou, les médecins qui le font. Je trouve ça inadmissible, en fait. Puis je l'ai reçu avec... C'est d'autant plus violent pour moi que c'était un mec, en fait. Et que du coup, c'était un mec et qui m'a pas posé de questions sur comment ça s'est passé, les grossesses. Donc c'était... Pour moi, j'avais un peu un sentiment de... Il est illégitime, en fait, à me dire ça parce que il a jamais été enceinte, parce que il sait pas ce que c'est de porter un enfant, parce qu'il sait pas ce que c'est d'accoucher. Enfin... Il savait pas juste et il a utilisé sa blouse blanche, en fait, son truc de sachant là, de je me positionne au-dessus et moi je sais que si vos enfants meurent, vous allez en vouloir des nouveaux pour remplacer quoi. Et de sa position d'homme, je l'ai reçu avec encore plus de violence. Je me suis dit mais pourquoi une femme elle est capable de se dire que d'accord, cette femme elle veut plus d'enfants, et un mec va dire non mais attendez, en plus il me l'a dit, des comme vous j'en vois plein. Enfin vraiment c'était ultra violent ce discours. Donc oui je l'ai très très mal vécu quoi. Ce qui explique d'ailleurs on peut comprendre du coup le stress que tu as pu avoir en te disant mince, c'est un autre homme que je vois après celui-ci. Ouais, ce qui est marrant c'est que j'ai toujours eu des gynécos hommes moi. Et en fait, quand j'ai rappelé la maternité pour connaître les noms d'autres gynécos qui potentiellement opèrent, la dame m'a dit est-ce que ça vous embête si c'est un homme? Et au départ, j'ai dit oui. Je voudrais une femme. Et ne trouvant personne, je suis allée voir un homme en me disant putain, c'est un homme, voilà quand même. Est-ce qu'il va encore me redéblatérer son discours et tout? Même ma mère, je me souviens en sortant de ce rendez-vous avec le mec, elle m'a dit tu vois, ils sont pas tous comme l'autre con. Ouais, mais ceci dit, la secrétaire t'avait quand même alerté en amont en disant c'est pas sûr qu'il l'accepte. Donc c'est que potentiellement il a peut-être déjà refusé. Il a certainement déjà refusé. Je pense que le fait que mon délai de réflexion soit signé depuis longtemps a beaucoup pesé dans la balance. Donc je sais pas comment il réagit avec les autres femmes. En tout cas avec moi il a été super. Il est venu me voir avant l'opération pour savoir comment ça allait, est-ce que j'étais toujours bien. Enfin voilà, vraiment il a été super du début à la fin. Donc bon, je le remercie. D'ailleurs, je lui ai demandé s'il voulait être la personne qui me suit au niveau gynécologique. Mais n'empêche qu'il y a quand même ce truc de... C'est comme si tu n'avais pas le droit de faire des choix pour toi. C'est comme si tu devais demander l'autorisation à quelqu'un, en fait, de faire ce choix-là. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est un peu quand on dit que quand on devient une femme, on tombe dans le domaine public, et notamment, moi, je trouve que c'est très vrai en termes de parentalité. C'est aussi vrai pour les choix qu'on fait liés à notre corps de femme, quoi. Tu vois, quand on parlait de cette nana qui s'est fait opérer qui a 40 ans. Enfin, je trouve ça grave quand même de dire il y a une date limite. Pourquoi 40 ans on pourrait plus se faire opérer qu'à 30 ans? À 40 ans, on peut encore avoir des enfants en fait. Ouais, mais à 40 ans, c'est mal vu d'avoir des enfants. Oui, mais ça c'est encore un jugement. Tu vois, c'est encore un truc de domaine public quoi. Donc il y a plein d'injustices comme ça qui sont liées au corps
au corps de la femme et à sa capacité à se reproduire, quoi. Et de toute façon, tu vois, par rapport aux vasectomies, de ce que j'ai entendu, visiblement, il y a beaucoup moins de questions pour les hommes. C'est beaucoup mieux vu que les hommes se fassent une vasectomie plutôt qu'une femme se fasse ligaturer. Quand je suis arrivée à la clinique, c'était une clinique où je me suis fait opérer. Je suis allée en chambre et il y a une infirmière d'un certain âge qui me dit: ah, vous êtes là pourquoi? Et je lui dis: pour me faire ligaturer. Et elle me regarde avec des yeux, on aurait dit une grosse chouette. Et elle me dit: mais vous savez que c'est définitif? Je dis: oui, j'ai commencé. Ah bon? Je crois que j'ai compris que c'était définitif, mais c'était vraiment, je me suis sentie comme une enfant qu'on engueulait, quoi. Et ouais, c'était tout le monde, il va de son petit, son petit jugement, quoi. De son avis, mais c'est la même chose dans la grossesse, t'as raison, c'est de toute façon, dès que tu es féconde, je crois, Mm. tout le monde a un avis sur la question. Tu Ouais. fais des enfants trop tôt, tu fais des enfants pas assez tôt, tu ne fais pas assez d'enfants, Ouais, tu fais trop d'enfants. c'est ça. Oh mon Dieu, tu as des enfants de même sexe. Ah, mais il faudrait en faire un autre. Ouais, Enfin, ils tu sont vois, il y a encore toujours un accrochés. Ah, mais truc. si t'attends encore, ils vont être trop éloignés. Ah, mais et en fait, c'est épuisant, quoi. Mais du coup, moi, j'ai beaucoup alors le petit troisième. Et donc, bah, il est pas prêt d'arriver et ça me fait un petit. Ah bah non. J'aime bien, c'est un peu mon côté militant de. Bah, il est pas prêt d'arriver parce que je me suis fait retirer les trompes. Et les gens ont toujours un instant de. Ah bon. Et en plus, comme c'est pas une ligature simple, la ligature on coupe et on cautérise, voilà, les gens ont cette image dans la tête. Alors qu'il y a plein de façons de se faire ligaturer. Moi, je me suis fait retirer les trompes. Et quand je dis je me suis fait retirer les trompes, il y a un peu le truc de compassion de oh, elle doit être malade. Ouais, genre c'était pas volontaire, enfin c'est pas une décision. Ouais, mais du coup, je laisse ce petit suspense parce que en même temps, je me dis ben comme ça, au moins, ils se poseront la question plusieurs fois avant de demander des trucs aussi intrusifs, voilà, ou d'avoir des réflexions comme ça. Bah, c'est intéressant que tu parles justement de enfin de ta façon de, je sais pas quel est le mot, du mode opératoire, j'en sais rien. Enfin, de ce que tu as choisi. Ouais. Est-ce que justement tu as le choix de la méthode? Ça dépend des gynécos. La première gynéco que j'avais vue, elle coupait et elle cautérisait. Il y en a qui posent des clips qui sont visiblement de moins en moins recommandés pour je ne sais quelle raison, les clips. Il y en a qui retirent les trompes. Enfin, en fait, il y a plein de méthodes différentes de faire les stérilisations définitives. Et le gynéco que moi j'ai eu proposait soit de poser les clips, soit de retirer les trompes. J'ai pas envie d'avoir un stérilet parce que je veux pas avoir un corps étranger dans mon corps, donc je vais pas mettre des clips non plus. J'ai pas envie d'avoir des clips et surtout que ma première gynéco me les avait déconseillés, donc j'avais cette image un peu de faut mieux pas faire ça. Et du coup, bah moi j'ai choisi le retrait des trompes. Ma seule inquiétude c'était d'avoir cette espèce de trou un peu, tu vois, de dire est-ce que ça va me manquer de pas avoir mes trompes, est-ce que je vais perdre une partie de ma féminité, est-ce que voilà. Bon, j'ai absolument pas ressenti ça en fait, non, rien, ça m'a rien fait, ça m'a fait ni chaud ni froid. Donc non, j'ai plus de trompes, elles me manquent pas, ça va. Et puis quelqu'un m'a dit, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai trouvé ça cool, que ça limitait le risque du cancer des ovaires visiblement. Ah. Donc voilà. Donc si c'est ça, juste l'effet collatéral. Mais tu as toujours tes ovaires. J'ai toujours mes ovaires, ouais. Ça ne touche pas du tout le système hormonal. Donc tu ovules toujours, donc tu as toujours un cycle. J'ovule toujours, j'ai toujours mes règles. C'est juste que la petite ovule, elle a plus son petit couloir pour rejoindre le reste de l'équipe. Et donc du coup, il n'y a pas de fécondation possible. Ok. Top. Tu peux nous expliquer un peu comment elle se passe, cette intervention? Oui, bah alors en tout cas la tienne. Déjà, il faut galérer pour réussir à avoir une date. Moi, je recommande. Je recommande pas mal le groupe Facebook qui s'appelle Stérilisation volontaire ligature. Enfin, un truc dans le genre, quand on tape stérilisation volontaire, on trouve sur Facebook. Et en fait, il y a une grosse liste de tous les gynécos qui acceptent d'opérer par département. Et donc, si on choisit là-dedans, on raccourcit déjà le temps normalement, parce que moi, je les ai toujours choisis là-dedans, mais bon,
on n'a pas toujours de la chance. Oups. Mais ceci dit, c'est des gens qui se sont fait opérer par ces chirurgiens qui donnent les noms sur le groupe. Ok. Et puis donc du coup, une fois qu'on a la date, et ben ça se passe comme une intervention classique, c'est un ambulatoire, donc on rentre à l'hôpital le matin. Et moi, je suis rentrée, c'était 7 heures. Puis après, on est en chambre. Enfin, moi, je connaissais pas mon ordre de passage. Je devais pas, en fait, quand j'arrive, on m'annonce que je dois passer la deuxième, donc qu'à 8h30, je dois être au bloc. Et puis finalement, il y a eu une urgence qui a dû passer avant moi, donc j'ai attendu plus longtemps. Mais enfin voilà, on est en chambre, c'est tranquille. Enfin, il y a un peu la pression qui monte, mais mais on a pris une douche à la maison. On arrive en chambre, on se déshabille, on enlève tous ses habits et tout. Puis ensuite, une fois que c'est l'heure, on part au bloc. Euh, et puis quand on arrive au bloc, on est préparé pour l'intervention. Donc ils posent je sais pas comment ça s'appelle, je connais pas les noms techniques, mais c'est des cathéters, je pense, pour la perfusion, enfin Ah, l'anesthésie. pour l'anesthésie. Ouais. Dans la main, là, le truc qui fait un mal de Non, dans le chien, bras. d'ailleurs. C'était dans Ah, toi, ouais, c'était dans le c'était bras? dans le bras. Ok. C'était dans le bras et puis bah moi j'ai eu des échanges très bienveillants avec les équipes du bloc, c'était super. Le gynéco est passé me voir avant, ce qui normalement a priori ils font pas, mais moi il est passé me voir pour reconfirmer si je voulais bien l'éclipse ou la section des trompes et tout, donc on s'est remis d'accord sur ça. Et puis après je suis partie au bloc. On m'a endormie, donc c'est une anesthésie générale. Et puis je me suis réveillée en salle de réveil. Euh, je sais pas, franchement, j'ai dû partir au bloc, ça a dû durer 2h30 parce que j'ai mis longtemps à me réveiller. Euh, J'avais vraiment la tête en cul. J'ai galéré à me réveiller. D'ailleurs, je me souviens avoir ouvert les yeux et avoir dit à l'infirmier de la salle de réveil, j'ai l'impression d'avoir pris une grosse cuite là, et je me suis rendormie. Donc j'ai galéré à me réveiller. C'était la première fois que je faisais une intervention en anesthésie générale aussi longue entre guillemets. C'était très court hein, pour une intervention, mais ça dure une vingtaine de minutes, je crois, Ouais. le retrait des trompes. Et puis je suis remontée en chambre et je suis restée 2 heures. Ma maman est venue me chercher et puis après le soir j'ai dormi chez mes parents. Comme ça il n'y avait pas mes enfants. C'était une très bonne décision parce que je suis rentrée, j'ai eu des grosses nausées. J'ai beaucoup, voilà, c'était mon seul effet de l'anesthésie en rentrant chez moi, ça a été que j'ai vraiment beaucoup vomi. Donc c'était Mm. désagréable. Mais après, j'ai pas eu de douleur. Donc je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de douleur suite à l'anesthésie. C'est par célioscopie, donc il y a 3 trous. Il y a un trou pour injecter un gaz qui décolle la paroi du ventre, et puis après le reste pour passer les outils. Donc il y en a un qui est juste en dessous du nombril, et moi j'en ai un qui est juste au-dessus de la zone pubienne, et un qui est au milieu à gauche du ventre. C'est vraiment tout petit, ça fait 3 petites cicatrices. Celle qui se voit le plus, c'est au nombril, mais ça va s'éclaircir. Et puis après, ben, on peut pas porter. Donc on peut pas porter des charges lourdes. Les enfants étant considérés comme des charges lourdes, c'est ça qui est le plus compliqué parce que on peut pas les porter pendant 15 jours. Mm. Et puis il y a la fatigue de l'opération. Moi j'ai dormi beaucoup pendant une semaine. Mais sinon, j'ai eu aucune douleur, j'ai pas eu le gaz de la célioscopie qui est normalement ça s'évapore par les épaules, ça remonte. Euh, Ah bon? ouais, on fait pas des proutes. Il y a plein de gens qui m'ont dit est-ce que ça sort par Eh ben, si tu veux, non. bah, moi, j'ai une copine qui a fait des proutes. Ma copine qui s'est fait ligaturer, qu'on a eu Pauline, donc qui est intervenue sur le podcast l'année dernière, elle a fait des proutes. Excuse-moi, Pauline, si tu passes par là, Bon, je dévoile, mais t'as fait des proutes. bon bah, salut Pauline, ravie de te découvrir comme ça. Mais moi, je n'ai pas fait des proutes et je n'ai pas eu mal aux épaules parce que c'était la plus grosse douleur qui revenait. C'était vraiment la douleur aux épaules de la sortie du gaz de la célioscopie. Donc j'ai eu absolument zéro douleur. J'ai eu des anti-inflammatoires pendant 4 jours.
qui ont suffi parce qu'on m'avait aussi prescrit du Doliprane. J'en ai pas pris un seul parce que j'en ai pas eu besoin du tout. Ok. Et puis voilà, fin d'histoire quoi. Enfin franchement, j'ai pas eu de douleur, j'ai pas porté mes enfants pendant 15 jours. Et puis voilà, enfin c'était de l'histoire ancienne, je m'attendais à quelque chose de plus gros en fait. Et non, non, ça allait Mm. bien. J'ai revu le chirurgien en Ok. post-opératoire jeudi et tout va bien. J'ai repris le sport Ok. normalement. Et il se passe, enfin, il vérifie quoi en post-op? Il vérifie les cicatrices? Il Ouais, vérifie quoi? c'est tout. Il vérifie les cicatrices et puis il appuie sur le ventre pour savoir si ça nous fait mal. Euh, J'imagine pour Ok. savoir s'il y a un problème à l'intérieur. Mais bah du coup, moi j'ai pas de douleur, j'ai eu aucun problème. Euh, voilà. Ok. Comme on enlève les trompes dans ton cas, ça veut dire que tu es stérile dès le jour J en fait. Il y a pas, il y a plus de, Alors il y a pas de risque de grossesse du tout. si, C'est ça? alors si il y a un risque, Ouais. ça dépend de la date d'opération en fonction de où t'en es dans ton cycle. Si Mm. tu viens d'ovuler, Oui. il y a un risque. Ben du coup, c'est conseillé d'attendre jusqu'aux prochaines règles. Pour être sûr qu'il y ait plus de risque du tout. Mais c'est tout. C'est pas comme dans le cas des garçons où il faut attendre plusieurs mois avant faire un spermogramme ou je sais plus quoi. Enfin bon, voilà. Pour les filles, c'est Ouais, c'est direct. ça. La route, elle est coupée en fait. Donc c'est direct, sauf Mm. si t'as ovulé avant quoi, juste avant. Ce qui est arrivé à une de mes abonnées qui m'a Ok. écrit en me disant je me suis fait opérer et je suis enceinte. Parce qu'en fait, elle venait d'ovuler et du coup, on l'avait pas prévenue. Et en fait, bah, pas de bol. Elle était enceinte en étant Ah aiguë. purée, la loose. Ouais. Donc, il Ah, y a c'est pas trop juste fun. il y a ce petit délai auquel il faut faire attention. Mm. Et puis, bah, ils nous ont conseillé de pas reprendre les rapports pendant les 15 premiers jours. Donc, Mm. voilà, j'imagine le temps que ça se remette en place Ok. ou je sais pas quoi, mais ça change Oui. vraiment rien au niveau hormonal parce que moi j'ai ovulé le lendemain de l'opération et je l'ai senti normalement. Mm. Ok. T'as pas eu de douleur particulière justement au moment de cette ovulation? J'ai pas eu de douleur au moment de l'ovulation et on m'avait dit tes règles, tu verras, la première fois ça va être hyper douloureux et tout. Pas du tout, je me suis levée un matin, ah tiens, j'ai Mm. mes règles. Voilà, donc Salut vous. salut. Donc non, non, j'ai pas eu de douleur quoi. Mm. Je pense que c'est important justement de parler, de rappeler que pendant enfin, avec la ligature, quel que soit le choix, les cycles ne sont pas changés. On n'enlève pas l'utérus et comme on n'enlève pas l'utérus, ben on ovule toujours et il y a toujours ce cycle menstruel parce que je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont cette idée reçue de quand tu fais une ligature, tu n'as plus tes règles, Ouais. mais ce n'est pas le cas. Ouais, quand je fais des boîtes à questions, parce que j'en ai fait régulièrement sur mes comptes Instagram pour informer sur ça, c'est effectivement un truc qui revient, c'est est-ce que tu as toujours tes règles? Ah, mais ça sert à rien d'avoir ses règles pour rien, entre guillemets. Mais on n'a jamais ces règles pour, enfin, ou alors on a toutes nos règles pour rien, parce que en fait, t'as pas envie d'avoir des enfants de tes premières à tes dernières règles, parce que ça serait quand même, ça fait Ça ferait beaucoup de monde. mais donc il y a toujours ce truc quand t'as un stérilet, bah t'as tes règles pour rien. Quand tu prends la pilule, t'as tes règles pour rien entre guillemets. C'est pas d'avoir des règles pour rien, c'est un cycle hormonal et il est pas touché avec une ligature classique. Il est touché si on t'enlève tout le système reproducteur, ce qui n'est pas le cas de la plupart des ligatures. Ouais. Et pour revenir sur le avoir ses règles pour rien, avoir ses règles, c'est un signe aussi de plutôt bonne santé. Quand on n'a plus nos règles, c'est justement un signal d'alerte que quelque chose ne va pas. Donc en fait, parfois, c'est aussi bien de les avoir. Et si un jour vous ne les avez plus, s'il y a une aménorrhée non expliquée, par une grossesse par exemple, c'est important de consulter parce que c'est justement un signe que quelque chose ne va pas. Donc moi je pense pas qu'on ait nos règles pour rien. Alors oui, c'est emmerdant selon comment on les vit. Ouais. En cas d'endométriose, en cas de plein de choses. Enfin, je veux dire, oui, il y a des femmes qui le subissent vraiment énormément, mais c'est pas pour rien, Non. en tout cas. Ouais, ouais. Oui, oui. Bah après, du coup, c'était pas un objectif non plus chez moi de plus avoir mes règles. Je sais qu'il y a un truc qui est pas mal partagé sur les réseaux sociaux qui s'appelle Novasure. En fait, c'est on brûle l'endomètre et donc c'est pas faisable en cas d'endométriose et c'est faisable uniquement pour des raisons médicales de règles hémorragiques importantes ou voilà.
enfin, je suis pas gynéco, mais en tout cas de ce que j'en ai lu, c'est pour des raisons médicales. Mais apparemment, c'est un peu en vogue de demander à se faire brûler l'endomètre pour réduire le flux des règles, et parfois ça les fait disparaître complètement. Pour moi, enfin, si on le fait pour raison médicale, c'est parce que il faut une raison médicale pour le faire. Et donc, j'ai pas demandé à me faire brûler l'endomètre. Mais en tout cas, si jamais vous avez des problèmes de règles très très abondantes, peut-être que ça vaut le coup d'en parler quand même avec un gynéco, parce que c'est un truc qui se pratique pour les règles hémorragiques, quoi. Ouais, carrément. Quel est ton état d'esprit à toi depuis ton intervention? Eh ben, en fait, ça va bien. Ça va bien. Je m'attendais à être plus, je sais pas, plus libérée, plus. Et en fait, je le vis hyper naturellement. Enfin, comme si, comme je voulais pas d'enfant et que c'était une certitude, ben et que je faisais tout pour pas en avoir, parce que c'était quand même très stressant d'avoir des rapports sexuels quand t'as peur de tomber enceinte. C'est un truc, c'est quand même, enfin c'est pas très rigolo, quoi. Et donc du coup, c'est une libération dans un certain sens, et c'est aussi la continuité de ce que j'avais envie de faire. Et donc il y a pas, c'est pas non plus danse de la joie, c'est super, c'est fait, et ça fait ça en moins à penser, quoi. C'est plutôt ah bah tiens, une charge mentale en moins. Ça se prend, hein. Bah, franchement, ouais, on prend. Donc non, je le vis assez bien. Enfin, j'étais sûre de ma décision, donc c'était pas un enjeu de comment je vais me sentir après. Mais non, bien. Voilà. Je ferai un retour dans 2 ans pour dire comment je me sens maintenant. Ouais, ça reste encore récent. Ouais. C'est clair. Non, parce que justement, cette peur de tomber enceinte quand tu ne veux pas d'enfant, Ouais. moi, je la connais tous les mois, mais je ne suis pas prête pour plein de raisons, à passer à la contraception définitive. Mais pourtant, j'ai une contraception, j'ai un stérilet qui fonctionne extrêmement bien, hein, j'ai jamais eu de problème. Mais il n'empêche que tous les mois, j'ai, pendant 15 jours, de mon ovulation à mes règles, peur d'être enceinte. Ouais. C'est comme ça tous les mois, c'est un stress tous les mois. Ouais. Donc je me dis, est-ce que vraiment ce stress, vraiment une question, est-ce que ce stress-là, il disparaît quand tu fais l'opération? Est-ce qu'il s'envole? Ou est-ce que t'es quand même marqué ou emprunté de ce stress-là? Moi, je le ressens plus. Je le ressens plus, mais parce que j'ai plus de trompe, et je sais que j'ai plus de trompe, et donc il y a risque zéro quand même. Enfin, tu vois. Et du coup, si ça enlève quand même cette pression-là. Après, il y a des espèces d'habitudes qui restent. Ça fait 2 ans que c'est hyper stressant, que voilà, et que ton cerveau met en place des parades, que tu mets en place des parades dans ton quotidien pour pas tomber enceinte. Donc il y a des habitudes qui sont pas faciles à changer. Mais globalement, ça joue aussi sur la libido, parce que maintenant que je sais que j'ai plus de risque d'être enceinte, j'ai plus de libido. Voilà. Ouais, puis tu peux, parce que chez les femmes, enfin on disait c'est cyclique, c'est vrai que la libido, elle est à un pic quand même au moment de l'ovulation, c'est bien fait, ouais. Hein. et en fait, c'est hyper flippant de se dire, en tout cas, personnellement, moi je sais que c'est ça, c'est que ma libido, elle est à un pic au moment de l'ovulation. Donc typiquement, oui, quand je fais l'amour, ça arrive au moment de l'ovulation, donc oui, j'ai toutes les raisons de stresser, ouais. Même si j'ai une contraception. Mais de se dire en fait, wouhou, trop bien, je peux y aller. Il n'y a pas de stress, et t'y penses pas pendant le rapport, t'y penses pas tout de suite après, t'y penses pas les 15 jours qui suivent. Ça doit être vraiment libérateur. Enfin, pendant moi, par contre, c'est très récent, hein, ça fait que 5 semaines, donc pendant le rapport, ouais. J'ai toujours ce truc de ah bah non, en fait. Mais après, j'y pense plus. Voilà. Après, j'y pense plus. C'est plié, c'est fini, c'est voilà. Donc, en plus, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai des cycles qui ont toujours été très irréguliers et qui durent 50 jours. Ah oui, ah ouais, quand même. Ouais. Et du coup, là, depuis mon opération, c'est la première fois que mes cycles ont duré 28 jours, tu vois. Donc, mes règles sont revenues au bout de pile poil 28 jours. C'est la première fois. D'habitude, mes règles durent 50 jours. Enfin, mon cycle dure 50 jours. Donc, j'ai mes règles tous les 50 jours. Ce qui m'arrange en soi, parce que
Ça fait moins souvent. En termes de logistique, c'est plus sympa. Mais quand t'as peur d'être enceinte, j'avoue que 50 jours, c'est long quand même. Enfin, il y a des fois où je disais à mes copines, Carrément. Oh, vous pensez qu'il y a pu avoir un spermatozoïde qui a sauté? C'était vraiment des trucs, tu te fais des montages dans ta tête vous pensez que ça pourrait arriver quand même si on a pris toutes les précautions ouais. Et puis tu te poses toutes les questions du monde. Hein. Enfin, t'as toujours ce truc de non, mais ce mois-ci c'est différent. Je suis sûre, je suis enceinte. Ouais. Alors que non, Ouais. non, pas forcément. Mais tu vois tous les signes possibles et imaginables. Ouais. Donc là, ça libère de ça quand même. Ok, top. Eh bien, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Une vie sexuelle épanouie, sans épée de Damoclès spermatozoïde au-dessus de la tête. Ouais. Non, mais continuer d'être heureuse de voir mes enfants grandir, de m'épanouir au niveau professionnel, de réussir à combiner les deux, parce que être à son compte et avoir des enfants, c'est pas très très évident. Mais du coup, réussir à combiner les deux, c'est une chance, et c'est aussi beaucoup de boulot, mais de continuer comme ça. Ouais. J'ai une dernière question. Tiens, est-ce que c'est moins dur 2 ans après d'avoir 2 enfants? Oui. Ouais, c'est moins dur 2 ans après. C'est moins dur pour moi, en tout cas, c'est moins dur 2 ans après. Mon fils, il commence à être plus autonome sur plein de trucs. Et donc, ouais, c'est moins difficile. Il y a des rythmes qui sont beaucoup plus établis. Il y a l'allaitement qui est terminé aussi, donc c'est vraiment, enfin, c'est plus un petit bébé. Le sevrage est plus en cours. Ça a été une grosse galère, le sevrage. C'est plus un tout petit bébé. Enfin, il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux. Il y a le sommeil qui est toujours un sujet, mais quand même un sujet bien plus moindre qu'il y a 2 ans. Et enfin, il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux. Donc ouais, c'est moins dur pour ma part. C'est moins dur et c'est aussi ça qui fait que j'ai pas envie d'y retourner, quoi. Ouais. Mon Dieu, comme je te comprends. Mais en tout cas, merci beaucoup Ophélie pour toutes ces informations, tous ces détails, tout ton témoignage sur ton process. Je pense que ça va aider plein de gens qui se posent des questions. Si jamais, après cet épisode, il y a des personnes qui ont encore des questions et qui veulent en parler avec toi, où est-ce qu'elles peuvent se trouver? Elles peuvent me trouver sur mon compte Instagram Mini Coquillette. Si vous avez besoin que je vous refasse un calendrier des dates que j'ai cafouillé tout à l'heure, pas de problème. Mais du coup, sur mon compte Instagram Mini Coquillette, je suis assez disponible. Je vois la plupart des messages. Il y a Instagram qui bug un peu en ce moment, mais voilà. Et sinon, par mail sur gardeteconseils@gmail.com. Merci mille fois Ophélie. Et puis on se retrouve dans 2 ans. Je sais pas de quoi on parlera. Peut-être que tu auras adopté des animaux et on pourra en parler. Ça peut être chouette aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café frappé, la capsule estivale dans laquelle on retrouve les anciens invités du podcast. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. Au choix, 5. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 15 juin, Aurélie MK écrivait « Ma dose de décrochage dans mon quotidien de maman de 3 kids. Tellement bienveillant et éclairant. Merci. » Mais c'est moi qui te remercie Aurélie pour ta fidélité, pour ce temps que tu prends pour toi et pour ton soutien. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode estival. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.